La terre brûle. Jusqu'ici, l'expression n'était qu'une image, mais un peu partout dans le monde, le dérèglement climatique est à l'œuvre. Des températures, inondations, tsunamis, feux de forêt. Notre invité revient sur les conséquences de ce bouleversement. Bonsoir Franck Courchon. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la biodiversité. En Australie, des incendies géants ravagent depuis 3 mois le continent. Au moins 5 millions d'hectares sont partis en fumée. C'est l'équivalent du Costa Rica, avec des conséquences dramatiques. 9 morts, des milliers d'animaux disparus. Et certaines espèces pourraient même s'éteindre complètement, Franck Courchon. Alors on est effectivement dans une période assez difficile pour la biodiversité sur le long terme, mais sur le court terme, là, par exemple en Australie, avec ces feux qui ont détruit pour les animaux, là, on parle de 30% des koalas qui étaient dans ces régions-là. Quand on sait que le koala est déjà une espèce qui est relativement menacée, c'est assez problématique. C'est 5 millions d'hectares, c'est plusieurs centaines de millions d'arbres, tous les animaux qui étaient présents là-bas. Pour se donner une idée, c'est à peu près 7 à 8 millions de terrains de foot. Donc c'est vraiment une étendue énorme. On a les records de température, de hausse de température. Les 3 jours les plus chauds depuis qu'on enregistre les températures dans le monde sont tous les 3 la semaine dernière, en fait, avec des températures entre 45 et 50 degrés. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque ce week-end, à nouveau, ils attendent des hausses de température. Une nouvelle vague de chaleur. Vous faites partie des chercheurs qui ont réalisé le fameux rapport sur le déclin des espèces. C'était une publication en mai dernier. La conclusion fait froid dans le dos. Un quart des espèces vivantes dans le monde seraient menacées. Parmi elles, des animaux emblématiques, les rhinocéros, le tigre, le lion. Et pourtant, ça n'imprime pas. Vous avez même fait une étude là-dessus. Oui, ce qui était assez étonnant dans cette étude, c'est en prenant les 10 espèces les plus charismatiques, celles qui sont préférées des gens, de s'apercevoir qu'en fait, elles étaient quasiment toutes très menacées et que les gens ne le savaient pas. Et il y avait là un paradoxe qui était quand même assez étonnant de voir que l'éléphant, le lion, la girafe, qu'on voit absolument partout, dans tous les livres, dans toutes les histoires de dessins animés, sur nos paquets de céréales, sur nos t-shirts, sont pourtant pas du tout aussi communs que les gens ont l'air de penser. Et pourquoi ? Alors pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que ces espèces sont en danger et en voie de disparition ? Alors on parle d'une espèce de compétition pour l'attention entre les espèces réelles et ce qu'on a appelé les espèces virtuelles, celles qui n'existent pas vraiment, qui sont dans nos dessins animés ou sur nos couvertures de livres ou sur nos t-shirts. On a calculé comme ça que pour les lions, par exemple, un Français voyait en moyenne beaucoup plus de lions pendant 2 mois qu'il n'existe de lions à l'état sauvage en Afrique de l'Ouest, tout simplement parce qu'il voit des lions sur les logos des voitures, sur les paquets de gâteaux, etc. Et donc c'est une sorte de distorsion de la réalité. Voilà, c'est une impression que ces animaux sont communs, alors qu'ils ne sont pas communs et qu'ils sont menacés. Alors, il y a les animaux surmédiatisés dont vous parlez, ces animaux charismatiques, emblématiques, comme vous dites, et puis à l'extrême opposé, et il y a ceux totalement ignorés, parce que où on ne les connaît pas, où on les connaît mal, et pourtant, on a aussi besoin d'eux. Ou on les connaît trop. Il y a les espèces très communes, on peut citer le moineau par exemple, qu'on voyait partout et qu'on voit de moins en moins, et on ne s'en est même pas vraiment aperçu. Donc on a une étude qui a montré en France cette année une baisse de 30% de l'abondance des oiseaux dans nos campagnes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et ces oiseaux, comme ils sont très, très communs, on n'a pas vraiment fait attention qu'ils disparaissaient. C'est vrai. Et à l'opposé, on a non pas les oiseaux, les espèces communes, mais les espèces méconnues, celles qui sont très très loin, qui sont pas très charismatiques, qui sont petites, qui sont sous l'eau, qui sont des plantes. On peut penser aux coraux, par exemple, on peut penser à certains invertébrés, je ne sais pas, des limaces sous la mer, des petites plantes, des petites herbes qu'on ne voit pas, qui sont à l'autre bout du globe, et qui pourtant ont non seulement un droit à l'existence, évidemment, une valeur intrinsèque, mais aussi un rôle dans leur écosystème. Et pourquoi, par exemple, vous parliez des coraux, alors on se dit c'est sous l'eau, c'est vrai qu'on entend dire que c'est vital, pourquoi ? Alors, les coraux, c'est important, d'abord parce que c'est plein d'espèces, les coraux. Ça représente beaucoup d'espèces. Ensuite, c'est une espèce vivante. C'est des espèces vivantes, c'est même des animaux, même si ça a l'air d'être des plantes parce que ça ne bouge pas. Ensuite, ça forme des massifs
qui attire énormément de biodiversité. Donc il y a énormément de choses dessus. Ça héberge des voilà, poissons. il y a beaucoup, je sais pas, des étoiles de mer, il y a plein de poissons autour, etc. C'est très important pour l'homme parce que ça héberge les premiers stades des poissons. Les bébés poissons, en fait, ne sont pas en pleine eau. Ils sont dans les récifs coralliens parce qu'ils peuvent s'y abriter. Et si on n'a plus ces récifs coralliens, on n'aura plus les stocks de poissons qu'on pêchera par la suite. Les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle ont créé une carte assez drôlatique, c'est pour ça que je voulais qu'on la regarde ensemble, une carte affective du vivant. Alors c'est très instructif puisqu'on se rend compte que notre compassion, et ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, varie énormément d'une espèce à l'autre. Alors voilà, regardons une partie de cette carte. Alors on voit eh bien, en tête l'orang-outan et puis tout en bas de l'échelle, la tique. En même temps, on peut comprendre que la tique, finalement, on ait moins envie de la sauver que l'orang-outan. Alors, on peut le comprendre. On peut comprendre que l'orang-outan soit quelque chose qui nous ressemble. Donc, on a envie de le sauver parce que ça nous ressemble. C'est notre cousin, finalement, voilà, sur l'échelle d'évolution. Voilà, mais si on regarde très concrètement, l'orang-outan est en train de décliner. Les grands singes, dans leur ensemble, on pense que d'ici quelques décennies, il n'y en aura plus à l'état sauvage. Si on continue au rythme auquel on est pour l'instant en train de détruire leur habitat et les détruire directement. Quand on parle de l'huile de palme, par exemple, c'est très concret. On détruit les forêts dans ces coins-là, en Indonésie, etc. On détruit l'habitat des orang-outans, mais on détruit l'habitat également des tiques qui vivent sur les orang-outans ou dans ces habitats-là. On détruit toutes les espèces qui sont là-bas. On entend de plus en plus parler de cette 6e extinction de masse. La dernière, c'était les dinosaures. Qu'est-ce qui définit précisément cette extinction de masse? Est-ce qu'on y est déjà ou est-ce qu'on y entre? Quand on parle d'hécatombe ou quand on parle de massacres catastrophiques, etc., on peut en parler comme ça. Quand on parle de 6e extinction, en fait, il y a des critères très, très précis, scientifiques, quantitatifs, qui fait qu'on ne peut pas en parler si on n'est pas dans ces critères-là. Les critères, ils sont au nombre de 3. D'abord, il faut qu'il y ait un très grand nombre d'espèces qui soient éteintes. Il faut qu'il y ait les 3/4 des espèces vivantes qui soient éteintes, au moins 75%. Ensuite, il faut que ce soit à des temps géologiquement courts, de l'ordre du million d'années. Et enfin, il faut que ce soit global, il faut que ce soit à l'échelle de la planète. Il ne faut pas que ce soit juste une petite région ou un continent. Donc là, pour l'instant, on le sait tous, on n'a pas encore perdu les 3/4 du tissu vivant de la planète. Heureusement, sinon on ne serait plus là. Mais on a quand même 1/4 des espèces vivantes qui sont menacées d'extinction. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à l'aube de la 6e extinction de masse. C'est que si on continue comme ça, on ira dans la 6e extinction de masse. Alors, si on continue comme ça, on ira. Est-ce que ça veut dire qu'il est encore temps de changer la donne, de stopper cette extinction, voire peut-être de rétablir certaines espèces qui sont en voie de disparition? Alors, oui et non. Il est encore temps de faire énormément de choses. Il est encore temps de freiner avant d'arriver dans le mur. Il est trop tard pour toutes les espèces qui ont déjà disparu. Une fois qu'on a disparu, on a disparu. Par contre, on est en train de perdre énormément d'espèces qui n'ont pas encore disparu. On sait que les progrès de la science permettent de sauver des espèces qui sont même au bord du précipice. Lesquelles? Alors, on a eu pas mal d'espèces comme ça, notamment, je vais en citer un comme ça parce que j'aime bien, c'est le renard insulaire de Californie, qui est un petit renard gros comme un chat, qui avait perdu plus de 90% de ses effectifs en une dizaine d'années. Donc qui déclinait à une vitesse astronomique, et qu'on a réussi à sauver et qui a retrouvé tous ces Et alors justement, comment est-ce qu'on peut agir, nous, dans, je sais pas, notre quotidien, dans nos façons de consommer peut-être, sur cette extinction de masse? Il y a plusieurs façons d'agir, mais la première chose à faire, c'est de se diagnostiquer individuellement, c'est de savoir c'est le plus dur peut-être aussi. Non, pas forcément. Il suffit d'aller sur un site internet, il y en a des tonnes, et puis de remplir un petit questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on consomme. Et on sait qu'il y a des comportements qui ont une incidence directe sur la nature, lesquels, et ça nous permet de savoir que, par exemple, si on prend l'avion pour aller quelque part où on pouvait y aller en train, eh bien, on a une empreinte qui est beaucoup plus forte. Après, tout ce qui est consommation... il y a des choix qui sont assez faciles à faire. Par exemple, manger 10 fois par semaine de la viande, c'est non seulement pas bon pour notre santé, mais c'est très mauvais pour l'environnement. Prendre moins de plastique dans ce qu'on achète, essayer d'éviter l'huile de palme, comme on disait tout à l'heure. Et puis, il y a des choix aussi
au niveau des politiques, c'est-à-dire voter pour des gens qui vont faire des choses un petit peu plus dans le long terme et dans le global que ce qui est proposé généralement dans les programmes politiques. Ici aussi, on a non seulement, en fait je dis souvent, on a deux cartes dans notre manche. On a notre carte bleue, notre carte de consommateur, et on a notre carte d'électeur. Et dans les deux cas, les politiciens comme les industriels, ils font ce qu'on veut qu'ils fassent. Si on vote pour eux, si on vote bien. Merci à vous, le message est passé. Merci Franck Courchamp. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et puis pour continuer la réflexion, vous êtes l'auteur de cette BD, La guerre des fourmis, c'est chez Équateur. Et là, pour le coup, c'est sur une bestiole envahissante. Des bestioles envahissantes. Plusieurs espèces de fourmis. Voilà, plusieurs espèces de fourmis. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Axel de Tarlé. C'est dans l'air est intitulé ce soir Chômage, croissance, les raisons d'y croire sur l'embellie de l'économie française. Bonne émission à vous.